C'est bon? Eh ben, merci beaucoup. Ben, on enchaîne. Tu es prêt, Jean-Jacques? Je suis prêt, mais on m'a dit de nettoyer, donc je nettoie. Alors, donc, après l'impact, autre sujet majeur, celui de la transition juste. Donc, les notions de transition environnementale, voire de transition au pluriel, et puis les notions de dialogue social sont bien connues de tous. Mais la notion de transition juste, elle, est récente et émerge au sein du secteur financier. Donc, c'est vrai que le changement climatique et les politiques publiques pour la mettre en œuvre ont des implications sociales majeures sur la santé, sur l'emploi, sur la productivité, sur la répartition des richesses. Donc, une réponse efficace aux problématiques de la transition doit pleinement prendre en compte toutes ces dimensions et répondre à la question comment opérer une transition qui soit acceptable pour tous. Donc nous avons la chance aujourd'hui d'avoir Jean-Jacques Barberis, qui membre de la direction générale d'Amundi, mais aussi vice-président de Finance for Tomorrow et pilote de la task force Transition Juste de Finance for Tomorrow, qui justement a été lancée l'an dernier. Donc Jean-Jacques, avant toute chose, comment définirais-tu la transition juste ? Merci beaucoup. Bonjour à tous. Bon, la transition juste, c'est une notion qui peut paraître assez complexe. En fait, en pratique, elle renvoie à des réalités assez simples à comprendre. C'est que par définition, la transition environnementale, elle a des impacts sociaux, mais également que les politiques pour la mettre en œuvre ont également des impacts redistributifs. Donc ça, c'est des choses qui sont assez bien renseignées. Donc d'une certaine manière, on a un exemple très parlant de ce que c'est qu'une transition socialement peu acceptée en France. D'une certaine manière, c'est l'étincelle gilet jaune post-taxe carbone. Ça, c'est l'exemple un peu extrême, mais la définition de la transition juste, c'est tous les voies et moyens qui permettent de rendre la transition environnementale sous toutes ses formes socialement acceptables. Et c'est une notion, si on fait un petit peu d'histoire, qui est intéressante, parce que c'est une notion qui vient d'un univers syndical, historiquement des syndicats américains. C'est là que ça s'est d'abord développé, et puis ensuite d'un environnement qui est plutôt l'environnement syndical européen. Et pour mémoire, c'est pas une notion qui est si nouvelle ou iconoclaste que ça, puisque même si elle ne fait pas partie des 3 objectifs principaux des accords de Paris, elle est l'un des éléments qui doit être intégré dans la poursuite des objectifs en question. Donc, fondamentalement, si on veut donner un exemple concret d'une entreprise, il ne s'agit pas uniquement de fermer ses centrales à charbon si vous êtes un producteur d'énergie thermique qui doit, selon les recommandations scientifiques, arrêter ce type d'activité à un certain moment. Mais il s'agit de faire ça et d'éviter de virer la totalité des salariés dans le même temps, parce que là, pour le coup, l'acceptabilité de la transition est un peu compliquée. Donc, c'est un exemple un peu extrême, mais ça permet de montrer concrètement la notion, est-ce qu'elle revêt comme implication pratique. Donc, si je comprends bien, la transition juste, c'est l'intégration de plusieurs parties prenantes au sein même d'une décision d'investissement. Quelles sont toutes ces parties prenantes et en quoi elles ne sont pas intégrées aujourd'hui et en quoi justement tout ce que tu viens de décrire dans la définition, en quoi la transition juste est un enjeu fondamental? Alors je pense que c'est un sujet de partie prenante, mais c'est aussi, je vais y revenir dans un instant, c'est assez fondamentalement la question de savoir sur comment on arrive ou non, notamment dans une politique d'investissement, à intégrer des objectifs d'acceptabilité sociale de la transition, ce qui n'est pas du tout évident, parce que c'est très facile à dire comme ça, mais c'est en fait extrêmement complexe, il faut être assez modeste sur le sujet. Donc la manière dont on a essayé de l'attraper dans le travail qui a été mené au sein de la place, ça a été effectivement de le faire via les parties prenantes, et c'est-à-dire c'est de regarder comment une entreprise, dans sa démarche de transition, va avoir un impact social et va essayer de conduire une transition qui est socialement acceptable vis-à-vis d'un certain nombre de ses parties prenantes directes. Donc au premier chef, ça va être ses salariés, mais ça peut être aussi évidemment les collectivités territoriales ou les territoires, parce qu'il y a une dimension territoriale très importante dans la question de transition juste. D'ailleurs, pour mémoire, le seul instrument financier public qui existe aujourd'hui sur la transition juste, c'est un outil européen qui a vocation notamment à accompagner les régions charbonnières de l'Ouest de l'Europe dans leur conversion et dans leur transition. Donc la dimension territoriale est importante. Donc les salariés, les territoires, mais aussi les consommateurs. Et enfin, la société en général ou consommateur, je prends 2 exemples. Consommateur, il ne s'agit pas uniquement de fabriquer des objets de transition, mais s'ils sont inaccessibles, donc par exemple si vous êtes un grand constructeur automobile de voitures électriques américain et que vous ne faites que des modèles qui coûtent 50 000 €, ça va être compliqué d'utiliser les produits en question pour les rendre accessibles au plus grand nombre et donc de permettre à chacun de mener sa transition. Ça, c'est une action que vous pouvez mener vis-à-vis de vos consommateurs par exemple. Et vis-à-vis de la société en général, là ça renvoie à la pratique sociale plus générale d'une entreprise.
le meilleur moyen, par exemple, de participer à une transition socialement acceptable, et le plus simple et le plus évident, c'est probablement de payer ses impôts. Je ne fais aucune référence aux constructeurs américains précédents. Oui, mais justement, dans tout ça, quel rôle peuvent jouer les investisseurs ? C'est une question qui est assez compliquée. Alors d'abord, la première chose, c'est de se poser la question pour commencer. Ça commence, il faut commencer comme ça. Hein. Donc d'une certaine manière, tout à l'heure, Xavier disait que la France aime bien traditionnellement essayer d'exercer une forme de leadership intellectuel. C'est vrai qu'on fait partie des 2 seuls pays qui ont une prétention à l'universel depuis la Révolution française avec les États-Unis. Donc en la matière, il y a un peu de leadership intellectuel à avoir. Et donc effectivement, déjà se poser la question. Et puis au-delà, c'est comment on essaie d'intégrer ça dans une politique d'investissement. Donc là, il peut y avoir plusieurs choses qui peuvent être faites par un investisseur, mais ça peut être d'abord, est-ce qu'il y a des critères qu'il va utiliser pour prendre ses décisions d'investissement, où il va utiliser effectivement des critères liés à la transition juste pour décider ou non d'investir dans une entreprise ou d'y investir davantage dans une par rapport à une autre. Ça, c'est un premier élément. Et puis un deuxième élément qui est important, c'est l'engagement qui peut être fait par un investisseur. Donc l'engagement, ça veut dire je suis moi investisseur, je détiens des actions dans une entreprise et au titre de l'exercice de mes droits de gouvernance, je vais engager un dialogue avec l'entreprise en question pour lui demander mais vous, comment intégrez-vous cet élément-là dans votre démarche? Et on commence à voir, notamment au Royaume-Uni, il y a les premières entreprises qui ont déposé d'une certaine manière ou présenté à leurs actionnaires des plans de transition juste, donc de fair transition, c'est-à-dire qui essaient à la fois de montrer la démarche de transition, mais aussi comment ils la rendent socialement acceptable. Et très concrètement, justement, tu es dans la direction générale d'Amundi. Comment Amundi se positionne et comment Amundi utilise justement ce concept de transition juste aujourd'hui? D'abord, on a commencé d'abord par se poser la question. Donc ça, c'est une première chose. Deuxièmement, on essaie d'y réfléchir, c'est-à-dire on a essayé petit à petit de définir en fait une méthodologie d'investissement qui commence à intégrer cet élément-là, donc qui est composé des 2 jambes que je mentionnais avant. Hein. D'une part, des critères qu'on va regarder dans une entreprise pour décider d'investir ou non chez elle selon qu'elle participe à une transition socialement acceptable. Ça, on a vraiment des critères assez précis, assez techniques hein, qu'on utilise. Et puis d'autre part, dans la démarche d'engagement. Et donc ça, aujourd'hui, on a commencé à l'expérimenter, parce qu'il faut l'expérimenter donc, en lançant une première stratégie de gestion qui est dédiée à ça et qui utilise la méthodologie en question. Et puis maintenant, de plus en plus, ce qu'on fait, c'est qu'on commence à présenter la méthodologie et l'approche à nos clients. Donc par exemple, les grands assureurs pour lesquels on travaille, où on leur propose maintenant d'intégrer ce score de transition juste qu'on a créé à l'ensemble de leur portefeuille. Et donc on est en phase progressivement de déploiement, et puis on est aussi en phase où, pour reprendre une expression qui a été utilisée tout à l'heure, on apprend aussi en marchant. Hein. Donc on essaie de s'améliorer, mais en tout cas on a aujourd'hui une vraie stratégie de gestion qui est directement associée à cette démarche. Ok. Mais du coup, voilà, ça c'est pour l'aspect très opérationnel. Tu es aussi donc vice-président de Finance for Tomorrow. Quand tu es arrivé, quand Thierry Deo est arrivé président et toi vice-président de Finance for Tomorrow, vous avez choisi de lancer cette task force transition juste. Alors pourquoi et comment vous organisez vos travaux? Je pense alors ça renvoie un petit peu à la conversation qu'on avait tout à l'heure avec Xavier Philippe. Hein, donc, puisque le rôle de Finance for Tomorrow, c'est d'une certaine manière de planter un peu le drapeau sur des thèmes ou des sujets sur lesquels on espère que la place de Paris peut essayer d'avoir une prétention au leadership intellectuel et pas qu'intellectuel. On a pensé que la question sociale et le sujet social, qui en plus en France, il y a une forme de légitimité spontanée hein, à traiter de ce sujet-là. Moi, quand je parle de transition juste à des investisseurs anglo-saxons, ça leur vient assez spontanément. Enfin, OK, you're just a bunch of socialists, so that's just logical that you're doing it. Hein. Donc, ils considèrent que c'est normal que nous, on s'intéresse à ce type de sujet. Mais donc, l'idée, c'était de positionner un peu la place de Paris en essayant de prendre une forme de leadership, ou du moins en tout cas de temps d'avance sur le sujet et la question sociale liée à la transition. Donc pour être tout à fait honnête, hein, les premiers travaux, ils ne sont pas français, hein, les premiers travaux, ils sont britanniques, avec un travail tout à fait pionnier de la London School of Economics en particulier. Et donc on a identifié effectivement avec Thierry ce sujet-là comme l'une des priorités sur lesquelles on voulait positionner la place. Donc concrètement, ça veut dire que le premier travail qu'on a fait, d'abord ça a été d'en parler entre nous, donc
il y a une dimension un tout petit peu d'évangélisation, hein, pourquoi le sujet est important. Ça a donné l'objet l'année dernière à la production d'un premier papier qu'on peut appeler un petit peu un papier de position, mais qui était une manière, pour reprendre les expressions qui ont été utilisées tout à l'heure, de poser un peu la grammaire, la syntaxe, de mettre le sujet, le verbe et le complément dans le bon ordre. Et puis maintenant, on est dans une démarche qui va un tout petit peu plus loin. D'abord, on essaie d'avoir un travail de recherche un peu plus approfondi sur les relations qu'ont les entreprises vis-à-vis des différentes parties prenantes. Donc là, on fait des zooms maintenant un peu plus précis sur voilà, la relation qu'une entreprise peut avoir avec ses consommateurs sur le thème de la transition juste. Ça peut prendre telle forme, telle forme, telle forme. Donc on continue le travail de recherche entre nous. Et puis on essaie maintenant de passer à un stade d'action un peu plus concrète directement au sein de la task force. D'accord, très bien. Bah, du coup, quand on lit toutes ces analyses dont tu parles à l'instant, on se rend compte qu'elles aboutissent à chaque fois au constat que du manque de données nécessaires à la lutte contre le réchauffement climatique, à l'investissement social. Qu'est-ce qu'on peut faire pour lutter contre ce frein majeur ? Alors, je ferai une petite nuance, parce que sur le réchauffement climatique, je ne pense pas du tout qu'on manque de données. On peut toujours avoir des meilleures données, évidemment. Je parle des deux. Mais on peut toujours avoir ce qu'il faut. Mais il faut arrêter de se cacher derrière l'absence de données. C'est un grand truc du secteur financier d'essayer de se planquer derrière l'absence de données pour ne pas faire. Donc, en pratique, là, je pense qu'il y a données. Alors, sur la question de la transition juste proprement dit, là, il y a deux sujets. D'abord, il y a un sujet, il faut se mettre d'accord un tout petit peu avec les entreprises sur les indicateurs ou les critères qu'on peut suivre. Et autant il y a des choses qui peuvent être assez évidentes, typiquement un indicateur qui peut être assez simple, c'est la participation d'une entreprise à la formation de son capital humain, et donc d'une certaine manière regarder par exemple pour un très grand énergéticien qui va devoir abandonner certaines activités, comment il prépare ses salariés à leur métier d'après. Donc ça, c'est des critères assez simples et assez immédiats, mais il y en a beaucoup en pratique qui sont à définir et qui sont à discuter avec les entreprises. Donc là, je pense que le premier sujet qu'on a, c'est vraiment dans la discussion qu'on a avec les entreprises, comment on se met d'accord sur un certain nombre de critères qu'on peut utiliser, certains indicateurs qu'on peut utiliser. Donc ça, c'est un premier temps. Puis il y a un deuxième temps, et évidemment, il faut essayer de faire les deux en même temps parce que le temps presse. C'est de rassembler la donnée en question et d'essayer de capturer de la donnée un peu utilisable dans des processus d'investissement. Donc là, il y a des fournisseurs qui commencent à le faire, des fournisseurs de données. Et l'une des ambitions qu'on a aussi avec cette task force, c'est de commencer à essayer d'une part de normer, de normaliser un peu le type d'indicateur utilisé, et puis aussi de constituer petit à petit un outil qui va permettre de mettre de la donnée à disposition. Alors justement, ça, je crois reconnaître les dimensions qui sont pris en forme dans le projet de coalition d'engagement Transition Juste. L'année 2021 est une année particulière, c'est l'année des COP, celle de la COP 26. Justement, dans le cadre de la task force, vous lancez un projet de coalition d'engagement. Est-ce que tu peux nous en dire plus ? On travaille dessus. Alors d'abord, je pense que nous, on trouve que les coalitions d'engagement, c'est quelque chose qui est extrêmement utile et qui peut être extrêmement puissant quand elles sont bien déployées. On voit d'ailleurs d'une certaine manière la puissance de ce type d'outil quand on regarde la popularité typiquement de la Net Zero Asset Owner Alliance, qui au départ a commencé avec un tout petit nombre de détenteurs d'actifs et qui maintenant est en train de grossir et de prendre une immense proportion. D'une certaine manière, nous, on était un tout petit peu frustrés, avec toute l'amitié qu'on a pour nos amis anglo-saxons, de voir les coalitions d'engagement toujours lancées par d'autres que nous et pas des Français. Donc, à bout d'un moment, c'est vexant. Donc, c'est pour ça qu'on a décidé effectivement de travailler à une coalition d'investisseurs, une coalition d'engagement sur le thème de la transition juste. Donc là, d'une certaine manière, on est en phase de recrutement. Donc, pour toute personne intéressée... C'est un message que tu portes. Voilà, exactement. Toute personne intéressée, vous pouvez m'envoyer un mail. Mais donc qui a pour objectif effectivement de mettre ensemble à la fois d'abord des détenteurs d'actifs, parce que c'est quand même eux les plus importants, c'est Philippe est beaucoup plus important que moi je ne suis qu'un agent, ensuite des gérants d'actifs, puisque nous puisqu'on gère pour le compte d'eux, on peut avoir un rôle, et effectivement pour constituer une coalition d'engagement vis-à-vis des entreprises dans lesquelles on investit sur le thème de la transition juste, avec plusieurs objectifs. Un objectif d'abord de recherche, il faut être très clair, c'est-à-dire il faut qu'on continue à travailler, et donc là probablement un partenariat académique qui sera mis en place. D'autre part, un objectif effectivement de récupération de données, donc dans le dialogue qu'on aura avec les entreprises, d'essayer de normer un peu les critères, les indicateurs, et puis après de mettre cette donnée en accès et à disposition. Et puis, troisièmement, une dimension d'engagement
très classique d'une certaine manière, c'est-à-dire je discute avec une entreprise de son plan de transition juste, je dialogue avec elle, je l'incite à intégrer cette dimension dans sa démarche, et puis, ça c'est un peu dans la démarche après, ultimement si elle ne le fait pas, je peux en tirer les conséquences en gouvernance. Voilà, donc aujourd'hui c'est ça à très grands traits les objectifs de cette coalition, qui n'est pas encore lancée. Mais j'allais revenir, quels sont les éléments de calendrier sur tout ça? L'idée là c'est idéalement de pouvoir la lancer officiellement d'ici à l'été. Pour avoir, on va dire, poser un premier jalon. Donc dans quelques jours. Voilà, l'été c'est le 21 juin, d'un point de vue météorologique, même si là on est un peu en avance de phase. Mais l'idée c'est en effet de l'avoir un premier jalon assez vite, pour avoir ensuite un deuxième temps peut-être un peu plus formalisé et où on espère on sera plus nombreux encore. Pour la COP de Glasgow, puisqu'on pense que l'un des enjeux pour la place de Paris et le positionnement de la place de Paris à la COP, ça sera d'abord qu'il y ait le maximum d'acteurs de la place financière qui prennent des engagements de neutralité, je pense que c'est le minimum, mais au-delà de ça, qui également intègre la dimension sociale de la transition. Donc l'objectif, c'est que la coalition, on la fasse atterrir opérationnellement pour Glasgow. Donc la COP 26 de Glasgow du 1er au 12 novembre. Donc tu parlais de l'enjeu, le premier enjeu pour la coalition, là, c'est de recruter. Justement, quel message pourrais-tu faire passer à des acteurs qui ne sont pas encore dans la coalition, et qui aimerais-tu voir rentrer dans la coalition? S'il y a un seul message, c'est venez, pour commencer. Je pense que ce qui est important, c'est qu'il y ait d'une part des gérants, c'est une chose, mais vraiment le plus de détenteurs d'actifs possible. Ça, je pense que c'est un enjeu important, puisqu'à la fin de la journée, ce sont eux qui sont crédibles, beaucoup plus que les gérants sur ce type de sujet, parce que eux, c'est leur argent. Donc ça, c'est un premier message, je pense que c'est important de venir. Deuxièmement, c'est une coalition qu'on essaie de constituer avec une dimension un tout petit peu particulière, c'est-à-dire on essaie d'avoir les entreprises aussi à l'intérieur de la coalition, c'est-à-dire non pas pour se substituer aux investisseurs qui vont être dans le rôle de les engager directement, mais par contre, on souhaite qu'à l'intérieur de la coalition, il y ait un travail qui se fasse avec les entreprises de manière un peu continue sur la manière dont la transition juste, ça se matérialise pour les entreprises. Pas les autres parties prenantes, les syndicats. Il peut y avoir d'autres. Il se trouve qu'on a d'autres parties prenantes qui tapent à la porte de manière très intéressante, y compris des partenaires syndicaux, ce que je trouve une démarche vraiment intéressante, parce que c'est assez original. Donc l'idée, c'est vraiment de rejoindre la coalition, de commencer ensuite à mettre en place les différentes briques. Et je pense que les briques vraiment importantes, ça va être la capacité de récupération de la donnée et de la mettre à disposition, et puis d'autre part de continuer à faire du travail académique. Donc d'une certaine manière, moi, si j'ai un message à passer pour quel est l'intérêt de rejoindre la coalition, si vous êtes un acteur déjà extrêmement engagé dans la voie de sa propre transition, posez-vous simplement la question de savoir si effectivement la dimension sociale est intégrée ou non dans votre démarche. Et si vous avez le sentiment que ce n'est pas totalement le cas, venez, on apprendra des choses ensemble et on pourra comme ça essayer d'avancer. Mais on voit bien, fondamentalement, désolé, je vais faire ça de Cyrus, mais on voit bien que la question du lien entre le social et l'environnemental, ou comment vous rendez socialement acceptable les transitions, c'est un des sujets absolument majeurs qui est devant nous, qui est déjà là et qui est devant nous à tous les niveaux, que ce soit au niveau politique, que ce soit au niveau sociétal, et donc ça se retrouvera de toute façon à la table des investisseurs à un moment ou à un autre. Donc autant commencer à y travailler maintenant, on prendra de l'avance, et puis on pourra, je pense à ce moment-là, démontrer une capacité de leadership sur un sujet qui, encore une fois, va s'imposer à l'agenda de tout le monde. Une dernière question sur le périmètre. On parle de la place de Paris, on parle de leadership. Est-ce que cette coalition a la vocation à s'élargir à la place de Paris ? Oui, on est très ouvert. On est très ouvert. Au départ, on constitue une base un peu française, d'abord parce que c'est notre job. La place de Paris, c'est quand même, aux dernières nouvelles, c'est français. Mais ça a évidemment vocation à emmener d'autres investisseurs, et en particulier d'Europe continentale. Je pense que la première cible, donc, c'est les acteurs français. Ensuite, c'est plutôt des investisseurs d'Europe continentale. Non pas du tout qu'on soit anti-anglo-saxon, et au contraire, il faudra des anglo-saxons, évidemment, et je pense le plus vite possible. Mais d'une certaine manière, comme c'est un objet qui est encore un objet assez particulier, y compris intellectuellement, et que la définition du social est une définition, on va dire, qui peut varier assez fortement selon que vous passez la Manche ou que vous passez l'océan Atlantique, il faut en avoir conscience. Et donc l'important, c'est qu'on soit d'abord, on va dire,
une bande d'investisseurs d'accord entre nous pour ensuite aller discuter un peu fondamentalement des concepts avec nos grands partenaires anglo-saxons. Tu parles de définition d'Europe, justement on voit l'émergence des travaux de taxonomie sociale. Est-ce que la task force transition juste va être amenée à répondre à la consultation de la Commission européenne sur la taxonomie sociale ? Il y a des travaux qui sont en cours, y compris au sein de Paris Europlace, sur la taxonomie sociale. Je pense que ce qui était vraiment important pour nous, c'était de passer le message à travers le lancement de ces travaux et aussi toutes les contributions qui ont pu justement découler vis-à-vis des autorités européennes, que c'était un peu ennuyeux d'une certaine manière que la taxonomie, dont on a absolument besoin, mette le sujet social à ce point de côté. Ça ne veut pas dire qu'il n'y apparaît pas du tout d'ailleurs, si on est tout à fait franc, il apparaît un peu dans la taxonomie. Et donc ensuite, nous on sera ravis de continuer à contribuer là-dessus. Je pense juste qu'il faut faire un tout petit peu attention, et c'est pour ça que c'est bien de venir dans la coalition maintenant. Il ne faut pas attendre que les taxonomies soient négociées, discutées, décidées pour commencer à faire des choses et à agir. Parce que sinon, le temps qu'on se mette d'accord sur une taxonomie sociale au niveau européen, qui est tout à fait souhaitable, ça risque de prendre un certain temps, pour ne pas dire un temps certain. Donc, on incite vraiment tout le monde à venir commencer à travailler avec ses camarades de jeu le plus vite possible sur le sujet. Ça permettra de participer à la préparation des travaux européens, mais il ne faut surtout pas attendre que les travaux européens aient abouti pour commencer à faire des choses en la matière, parce que sinon, en pratique, ça veut dire qu'on ne va rien faire pendant plusieurs années. Merci Jean-Jacques. Donc je me tourne, comme tout à l'heure, vers Marion, un peu vers le fond de la salle pour savoir si des youtubeurs ont des questions pour toi, Jean-Jacques. Non, j'ai pas de questions, j'ai beaucoup de merci. Mais j'ai pas de questions spécifiquement. Moi, je me demandais du coup si dans les, en fait, là, dans les rapports d'investissement qu'on a aujourd'hui, la taxonomie pour ce qui est des critères de transition climatique vont nous faire des petites parts en vert foncé et en vert clair de nos investissements. Est-ce que du coup, ça veut dire que vous envisagez de faire apparaître aussi tout ce qui est part sociale de façon plus forte pour les particuliers, ou parce que c'est quand même très différent d'une entreprise à une autre. Comment ça se retranscrira pour l'épargnant ? Alors c'est une très bonne question. Bon, je pense qu'il faut avoir vraiment conscience que c'est un sujet qui est d'une complexité assez épouvantable, dans le bon sens du terme, et que autant il est important effectivement d'essayer de simplifier un peu les choses pour les rendre plus accessibles, autant il faut quand même se dire les choses. Il y a une dimension de complexité à l'intérieur du sujet qui ne permettra pas de le réduire à un camembert de couleurs avec du rouge par exemple, si on considère que c'est une bonne couleur pour le social, et le reste. Bon, ça j'y crois pas trop. Par contre, le fait qu'on puisse se mettre d'accord à un moment, déjà entre nous, et ensuite peut-être au niveau de la réglementation, sur un certain nombre d'indicateurs qui doivent être utilisés ou qui peuvent être utilisés par les investisseurs pour appréhender la dimension sociale de la transition, ça, je pense que c'est possible. Ça sera compliqué, mais je pense que c'est possible. Ça sera compliqué parce que ça va renvoyer à des discussions assez profondes. Je reprends un exemple qui est un exemple volontairement... on va dire qui pique un peu. Si vous considérez que le meilleur moyen qu'a une entreprise de participer à l'acceptabilité sociale de la transition, c'est de payer ses impôts, et si vous translatez ça dans un critère, ça veut dire que vous allez regarder, par exemple, enfin nous c'est ce qu'on fait, typiquement, on va regarder le taux réel d'imposition de l'entreprise par rapport au taux facial. Et ce qu'on va regarder, c'est dans l'hypothèse où elle optimise trop, enfin où elle optimise, en fait, on va moins investir en relatif. Ça, c'est un critère qui mord, assez fort, et qui d'ailleurs peut poser des tas de questions, parce que ça aboutit à se poser la question, est-ce que fondamentalement, ce faisant, on n'est pas en train d'agir en contradiction avec l'intérêt in fine de l'actionnaire, qui est que l'entreprise dégage le plus de profit possible. Et donc, typiquement, ce type d'indicateur, je prends cet exemple-là, qui est un peu... peut-être pas extrême, mais en tout cas qui pique vraiment, pour montrer que se mettre d'accord sur une batterie d'indicateurs ou de critères à utiliser par tout le monde comme des indicateurs de transition juste, si vous me passez l'expression, c'est pas de la tarte. Et donc, entre le moment où on se met d'accord là-dessus et le moment où ça se transforme dans un indicateur de reporting commun avec, sur l'outil de gestion front d'un gérant, des petites parts sur un camembert, il va se passer un tout petit peu de temps. Donc, je pense qu'il ne faut pas être trop ambitieux immédiatement là-dessus. Par contre, je partage totalement le fait que c'est un enjeu très important pour les investisseurs de la clientèle de détail. Je partage tout à fait ce que disait Philippe. C'est vraiment un sujet assez fondamental.
Nous, dans le fonds qu'on a lancé qui est dédié à cette thématique-là, c'est un fonds retail. Hein. Donc, il y a une part institutionnelle aussi, mais c'est un fonds retail. Donc, on rapporte effectivement sur les critères qu'on a définis en tant que tels aux investisseurs. Après, est-ce qu'on le fait bien? Est-ce que c'est suffisant? Est-ce que c'est assez précis? Est-ce que c'est compréhensible? Très honnêtement, probablement pas. On va l'améliorer au fur et à mesure. Mais je pense que ça sera extrêmement compliqué d'essayer de réduire à un moment, si vous me passez l'expression, le sujet social à une dimension aussi simplificatrice. Simplement parce que, encore une fois, déjà, c'est compliqué de se mettre d'accord sur ce que c'est que la transition d'un point de vue environnemental, mais on commence à y arriver. Il y a autant de définitions du social que vous avez de systèmes sociaux, hein, d'une certaine manière. Et donc, quelques indicateurs, probablement, un cadre complet qui aboutirait effectivement à classer une entreprise en disant elle est X% taxonomie social compliant et X%, je demande un peu à voir. C'est pas pour dire que c'est pas souhaitable, hein, mais je demande à voir. Ok, merci, c'est très clair et c'est hyper louable d'ailleurs, parce qu'en France, on dit que les grandes avancées se font souvent par le réglementaire ou quand c'est drivé par des besoins de marché. Donc, fort heureusement, c'est un peu ce qu'on voit avec la taxonomie et la transition climatique. Hein. L'épargnant le voit, donc voilà, pour ce qui est du retail. Et puis après, il y a les mesures européennes. Alors que pour le social, vous faites un pas en avant sans être forcé d'un côté ou de l'autre. Mais du coup, j'imagine que vos investisseurs institutionnels doivent être moteurs là-dessus aussi. Et pour agir là-dessus, je pense que c'est juste que ça va venir. C'est-à-dire à partir du moment où, vous aviez encore il y a 1 an et demi, si vous expliquiez ce que disait Philippe tout à l'heure, que la question des inégalités devenait un enjeu majeur pour les investisseurs, il y a un peu plus d'1 an et demi, on va dire, vous aviez quand même pas mal de gens qui se grattaient la tête en disant non, mais ça c'est un truc de français, ça marche pas. Aujourd'hui, simplement, on regarde la dernière réunion du G7. Hein, vous commencez simplement à avoir des impacts extrêmement pratiques de ce type de questions-là sur la manière dont on conçoit la fiscalité. Et donc, simplement projeter le fait que les inégalités sociales ont atteint un niveau tel dans un certain nombre de pays, et notamment de démocratie occidentale, qu'elles aboutiront mécaniquement à un nouveau partage de la valeur ajoutée. Donc, si je le dis en termes un peu pesamment marxistes, à un nouveau partage entre la valeur entre le capital et le travail, ça va arriver, ça a déjà commencé. Et ça va avoir un impact évident parce que ça va faire le lien avec le sujet de la transition. Donc, d'une certaine manière, le réglementaire immédiat, il n'est peut-être pas là. Mais quand vous êtes dans une démarche où on commence à voir, ce qui est vraiment infiniment souhaitable, hein, une harmonisation potentielle du taux minimum d'imposition des entreprises, ça devient quand même extrêmement concret, cette affaire. Et donc, il ne faut pas attendre effectivement qu'il y ait de la réglementation qui arrive, puisqu'en pratique, elle est déjà là. Merci Jean-Jacques pour cette demi-heure transition juste passée ensemble. Et je vois que la feuille de route va être dense cette année. Oui, on va bien s'amuser. Merci beaucoup. Merci.